Donc on passe au troisième et dernier mémoire. Excusez-moi, je cherche mes notes. Donc le sujet, c'est l'analyse du comportement mécanique des arbres de propulsion navale. C'est présenté par Romain Fargère de Naval Group. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis donc Romain Fargère, donc de la direction technique Naval Group, et donc je vais vous présenter donc un conglomérat de travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet financé donc par la Direction générale de l'armement, donc auquel ont participé pour Naval Group donc Monsieur Bridier, Monsieur Habert, Monsieur Dombec, Monsieur Civelle et Monsieur Dieu. Pour la Direction générale de l'armement, je cite Monsieur Cadoret, mais j'aurais tout aussi bien pu citer Monsieur Kenez qui a participé au montage du projet, ou bien Monsieur Barras qui a également trempé dedans, ainsi que nos partenaires universitaires de l'INSA de Lyon et de l'École centrale de Lyon, donc respectivement les professeurs Boussaïd et Fouvry et le professeur Doquet pour l'École polytechnique. Donc le sujet traite donc de l'analyse du comportement mécanique des arbres de propulsion navale par une approche expérimentale. Donc la présentation s'articule en 4 parties. Après une première partie présentant la problématique et les éléments de contexte, je vous présenterai donc successivement 3 dispositifs expérimentaux qui ont été mis en œuvre pour adresser 3 problématiques perçues par les arbres de propulsion navale, à savoir les problématiques d'hyperstatisme, les problématiques de frottement et de tribologie dans les paliers immergés à l'eau, et donc enfin les problématiques de frettage dans les assemblages frettés. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc en termes d'éléments donc de contexte, vous avez une représentation d'une ligne d'arbres, plutôt d'une chaîne propulsive d'un bâtiment de surface de navire marchand en haut. Ça diffère quelque peu de nos bâtiments, mais au moins on peut en montrer librement. Donc vous avez un arbre de propulsion donc qui relie une source motrice ou de réduction sur la droite à un propulseur chargé d'envoyer donc de transformer les efforts hydrodynamiques en une poussée et un couple. Et cet arbre, donc, il est constitué d'un ensemble d'arbres reliés entre eux par des accouplements rigides. Donc on parle alors de lignes d'arbres. Il traverse successivement des organes de guidage et de transmission de la puissance, butés pour la réception de la poussée, paliers pour la récupération du poids des éléments, donc lubrifiés à l'huile pour la partie interne au navire, et à l'eau pour tout ce qui est dans le tube des tambours et le palier de chaise. Donc cette ligne d'arbre en tant que telle, elle a pour fonction donc la transmission du couple et de la poussée au navire, mais elle participe également à la sécurité plongée. Elle a la particularité donc de tourner, ce qui n'est pas une mince affaire, et elle subit également les perturbations extérieures qui vont être principalement provenir de la coque et de son environnement, à savoir les déformations de coque dues à la houle, à l'ensoleillement, ou alors par exemple contraction de coque en immersion pour un sous-marin. Donc en ce sens, la ligne d'arbre, elle voit toute une multitude de phénomènes physiques, dont la corrosion, la tribologie, à savoir le frottement des interfaces entre elles, de la fatigue mécanique. Donc c'est un peu tout ça dont on va parler aujourd'hui, sauf pour la partie corrosion. Vous pouvez avancer, merci. Donc, dans le cadre d'un projet de recherche visant à l'analyse du comportement mécanique et de l'endommagement des lignes d'arbres, PTD, projet technologique de défense nommé INCOLA pour interaction coque-ligne d'arbre, nous avons étudié donc tous ces mécanismes avec pour maître d'ouvrage donc bien entendu la Direction générale de l'armement pour la Marine nationale, en maître d'œuvre Naval Group, dans sa direction technique et bureau d'études de conception d'équipements de chaînes propulsives, et les partenaires académiques déjà cités, INSA de Lyon, Centrale Lyon et École Polytechnique. Donc, parmi les modes d'endommagement et les analyses des causes racines, nous avons porté notre attention particulièrement sur des approches expérimentales et numériques couplées, dont je vais vous présenter les grandes lignes par la suite, principalement pour le phénomène de lignage et d'hyperstatisme, le phénomène de tribologie des paliers immergés et le phénomène de fretting fatigue des assemblages arbres-chemises. D'autres phénomènes ont également été étudiés mais ne seront pas présentés aujourd'hui, tels que la fatigue en grand nombre de cycles ou alors la fissuration.
Donc, en ce qui concerne la première partie sur le comportement dit d'ensemble, on va s'intéresser à la sensibilité au lignage, donc des arbres de propulsion navale. Donc, vous avez ici une vue une vue de côté donc d'un arbre de propulsion navale, plutôt de type marine nationale. Donc, vous avez ce que je présentais tout à l'heure, hein, donc l'arbre, donc d'une dizaine voire une vingtaine de mètres de long, et puis qui est récupéré par trois appuis. On parlera de palier de chaise pour celui qui est collé au propulseur et de palier de tube étambot pour les deux autres pris en limite de tube d'étambot. Ces trois paliers baignant dans l'eau, il en existe d'autres baignant dans l'huile à l'intérieur de la coque. La difficulté principale du lignage provient du fait que vous voyez un système de l'ordre de la dizaine voire vingtaine de mètres supporté par des appuis dont les jeux à l'intérieur, vous avez la représentation sur la gauche, sont très inférieurs au millimètre, avec dans la jeu dans laquelle va se former un film d'huile et qui va générer une portance hydrodynamique sous les effets combinés de rotation et d'excentration de l'arbre. Donc on comprend assez rapidement que lorsque la coque va se déformer de quelques millimètres voire centimètres, le système va plus ou moins bien s'accommoder de ces déformations. Il s'accommodera d'autant mieux qu'elles auront été anticipées, d'où la nécessité de disposer d'outils performants pour rendre compte de ces phénomènes complexes. À titre, si vous voulez bien revenir, à titre d'information, des déplacements latéraux ou verticaux des points d'appui de l'ordre de quelques millimètres, qui sont des grandeurs tout à fait usuelles pour les phénomènes d'usure, de houle ou d'ensoleillement, peuvent générer des écarts sur les efforts de réaction dans les paliers et les contraintes dans l'arbre jusqu'à 50%. Ce qui n'est pas rien, on comprend mieux la nécessité de disposer d'outils performants. Donc à cette fin, un premier dispositif expérimental a été mis en place à Naval Group. Donc il s'agit d'un banc d'essai dit de ligne d'arbre pour l'étude du phénomène d'hyperstatisme. Alors vous avez une photo donc en haut et puis en bas vous avez une schématisation vue de côté. Donc le banc est constitué d'un arbre principal en bronze d'une dimension environ 2 mètres avec un diamètre variable de l'ordre de 80 mm. Et est entraîné en rotation par un moteur tout à l'extrémité gauche, lui permettant de tourner entre 200 et 1400 tours par minute. Cet arbre est supporté par 3 paliers de type hydrodynamique que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez voir de gros blocs en acier, 1, 2 et 3, vous pouvez voir sur les photos de haut, qui permettent donc le guidage de l'arbre et l'introduction donc de désalignements dans une gamme réglable jusqu'à 5 micromètres de précision. En outre, le banc est chargé par un système de poulies et masses mortes pour se rapprocher de conditions de fonctionnement réalistes. Vous voyez les roulements de chargement bleu et les masses suspendues sur la figure du bas pour un chargement gravitaire total jusqu'à 400 kg. En termes d'instrumentation, l'instrumentation pour comprendre les phénomènes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ici, elle est assez abondante. Elle concerne la température des divers paliers et huiles rejetées, les accélérations sur les chapeaux des 3 paliers, les déplacements, donc orbite de ligne d'arbre, les efforts et moments donc en dessous de chacun des paliers, donc récupérés par la structure, ainsi que le couple en entrée et la vitesse de rotation. Vous pouvez changer, merci. Alors, les campagnes expérimentales menées sur ce premier système concernent le phénomène d'hyperstatisme, donc c'est-à-dire la sensibilité à ce système posé sur 3 appuis. Donc, c'est-à-dire que ça se passe assez mal quand on a 3 appuis relativement proches les uns des autres et un système assez raide, comme c'est le cas ici. Donc, on a mené une campagne dans laquelle on a fait varier les altitudes et les positionnements latéraux de chacun des paliers. Vous voyez les flèches bleues qui représentent ces mouvements. Donc, dans des gammes de -1 à +1 mm en latéral, en altitude. On a fait varier également la vitesse de rotation, les chargements extérieurs au système et un fonctionnement alternativement sur 3 paliers et sur 2 paliers, en supprimant le palier central comme représenté en bas, pour regarder un peu, analyser plus précisément le fonctionnement du système. Vous pouvez passer, merci.
Donc, en termes d'analyse, les analyses alors sont relativement sommaires sur chacune des configurations, parce qu'il y en avait près de 200. Ce qu'on peut regarder, notamment, ce sont les orbites des paliers et analyser vraiment la bonne adéquation avec nos modèles numériques qui ne sont pas ici représentés. En revanche, ce qui est aussi intéressant de regarder, ce sont les évolutions de ces chargements au palier dont je vous parlais tout à l'heure, lorsque on va perturber notre système. Et on voit notamment, alors les échelles sont adimensionnées et puis même sont blanchies. Donc en fait, ce sont des variations d'effort que vous voyez en ordonnée. Et l'abscisse, c'est des configurations. Donc on en avait plus de 200, toutes ne sont pas représentées. Et en fait, ça vous montre de façon adimensionnée dans quelle gamme varient les efforts moyens à mesure qu'on va excentrer les appuis. Donc tout ça, ce sont un ensemble de résultats, une grosse base de données qui nous permettent d'identifier les configurations critiques et de qualifier, donc valider les outils numériques spécifiquement développés pour rendre compte de tous ces phénomènes et qui sont aujourd'hui en cours de validation pour une utilisation en bureau d'études. Donc voilà pour la première partie portant sur la partie on va dire déformation globale. Ensuite, si on s'intéresse plus localement à ce qui se passe dans le palier et précisément dans les paliers en eau, dits paliers immergés, on observe exactement le phénomène précédemment décrit, sauf que le fluide lubrifiant n'est plus ici de l'eau, mais de l'huile. Plus de l'huile, mais de l'eau, m'excusez. On comprend que ça se passe relativement moins bien et que la lubrification est beaucoup moins efficace. Alors, les travaux ici explicités concernent une thèse de doctorat, donc celle de Monsieur Habert. Et les objectifs étaient doubles. Il s'agit à la fois d'identifier les vitesses limites de rotation et d'anticiper les cinétiques d'usure et leur impact sur le fonctionnement des lignes d'arbres. Alors, quand je parle de vitesse limite de lubrification, je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. Sur la courbe de droite, vous avez une représentation caractéristique de la tribologie. Quand on considère deux interfaces, deux interfaces avec leur propre état de surface, avec en mouvement l'une par rapport à l'autre, on représente son coefficient de frottement en fonction d'une grandeur adimensionnelle qui va être représentative de la vitesse. Admettons que ce soit la vitesse sur l'axe des abscisses. On observe alors trois régimes. Un premier régime dit régime mixte dans lequel les surfaces sont directement en contact les unes contre les autres, c'est-à-dire les pics de rugosité vont venir frotter et on observe majoritairement une usure de type abrasive à ces vitesses-là et un coefficient de frottement très important. Ensuite, on a un régime dans lequel une portance commence à s'opérer, c'est-à-dire dès que la vitesse commence à apparaître, une portance commence à s'opérer et les surfaces se séparent, mais il y a encore coexistence avec certaines zones d'interface directe. Ensuite, la vitesse est telle que finalement les deux surfaces sont parfaitement séparées et le frottement est quasiment nul et augmente uniquement sous l'effet de la vitesse et des efforts de contrainte de cisaillement dans le fluide. Pour la première partie de la présentation que j'avais faite, nous étions exclusivement dans la zone de droite. La zone qui nous intéresse dans cette présentation, c'est les deux zones de gauche, dues à la faible viscosité de l'eau. Et donc ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une zone de lubrification dégradée dans les zones de fonctionnement du navire qui pourrait mener à terme à des dégradations non désirées, comme des usures de garniture de palier qu'on peut observer sur les deux figures du dessous. À cette fin, nous avons mis au point un second dispositif expérimental, donc dédié aux paliers immergés. Le banc dit banc de frottement et d'usure, il est composé, donc vous en avez une représentation avec la même symbolique que pour le précédent. Il est composé d'un arbre, donc également en bronze, d'environ 2 mètres de long également et de diamètre légèrement supérieur, on est autour de 100 mm. Qui va tourner, donc être entraîné par un gros moteur en indice numéro 6 et tourner dans un bac d'eau de 300 litres, indice numéro 4. Ce banc est supporté par un palier hydrodynamique du même type que celui utilisé sur les navires Naval Group. Donc vous avez une visualisation du bloc palier à gauche et des garnitures qui sont les couches, qui sont les coquilles sur lesquelles les pièces de frottement directement de l'arbre.
qui sont montés à l'intérieur. L'arbre donc est entraîné en rotation à une vitesse pouvant atteindre 500 tours minute, mais vous voyez qu'on s'intéresse aussi à des vitesses proches de zéro, qui sont vraiment les vitesses critiques sur ces applications. La mise en charge s'effectue au moyen donc d'un ensemble de disques que l'on vient rentrer, là, un disque numéro 5 jusqu'à 15 disques en bout d'arbre. Et donc on peut ensuite déligner l'arbre pour aller spécifiquement regarder les portées en coin à l'aide d'un roulement de guidage, donc représenté en entrée de réservoir. Enfin, en termes d'instrumentation, donc on a des instrumentations assez semblables aux bancs précédemment exposés, à savoir les orbites, on a le couple, mais on a également une mesure assez précieuse qui est la répartition des efforts. Donc en dessous du palier d'essai, on a un ensemble de cellules de force qui nous permettent de décomposer entre avant-arrière selon le lignage, la répartition des efforts et leur évolution au cours du temps. Et le chargement gravitaire peut atteindre 700 kg sur le palier d'essai. Alors en termes de campagne expérimentale, donc 2 temps, hein, comme je vous avais expliqué. Le premier temps, c'est l'identification des conditions de frottement. Donc c'est l'obtention des fameuses courbes dites de Strebeck, sous l'effet d'un arbre que l'on va commander sur un temps relativement court, de l'ordre de l'heure, par un ensemble de rampes entre la vitesse nulle et la vitesse maximale, et ceci pour un ensemble de configurations, de désalignements maîtrisés. La deuxième partie, c'est l'identification des cinétiques d'usure, et ça consiste en le fait de faire tourner l'arbre à vitesse faible, stabilisée pendant plusieurs centaines d'heures. Ensuite, la comparaison des résultats peut avoir lieu avec un modèle numérique spécifiquement dédié à cette problématique développée dans le cadre de la thèse. Vous pouvez passer, merci. Donc pour la première partie, pour la partie tribologie frottement, donc les courbes de Strebeck, on observe donc, vous voyez les courbes tendances dont je parlais tout à l'heure, hein, la décroissance du coefficient de frottement ou couple de frottement, peu importe, avec la vitesse de rotation, et on n'aborde pas la phase de remontée hydrodynamique qui ne nous intéresse pas ici. Donc on observe une première courbe à gauche qui compare les résultats obtenus entre un palier neuf et un palier érodé. Donc on observe vraiment que la décroissance, si elle part globalement de la même valeur, est beaucoup plus rapide pour le palier érodé, signe de sa performance nettement meilleure. Une fois que l'état de surface est amélioré et la forme appairée, ça se passe beaucoup mieux. Et enfin, vous observez sur la courbe de droite le pendant, mais numériquement, avec la comparaison numérique expérimentale et le très bon accord du modèle numérique. Alors je précise que c'est un modèle numérique prédictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de potard à changer. Donc on rentre bien l'état de surface et les caractéristiques matériaux, et on a ces courbes de frottement, et on connaît pour des conditions de désalignement données le couple résistant qui va nous permettre après de calculer des échauffements, des dimensionnements d'équipements, etc. Donc c'est précieux pour les bureaux d'études. Enfin, donc voilà pour la première partie. Pour la partie usure, des relevés après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement ont été réalisés sur la garniture de palier, et on observe les volumes usés donc en micromètres pour chaque point sur une dizaine de circonférences, qui sont également comparés à la prédiction numérique après une étape de recalage de coefficient d'usure qui a eu lieu sur un temps très court, et on peut observer qu'à ce moment-là, sur 200 heures, là on a le bon accord. Je vous demanderai juste de me faire confiance sur le fait que ce sont les mêmes échelles à gauche et à droite. Le rouge désigne la même valeur d'usure en micromètres. Donc ce qui nous donne ici une prédiction correcte, donc à la fois de la courbe de frottement et du volume de matière enlevée après un certain nombre, plusieurs centaines d'heures de fonctionnement. Oui, et voilà, donc pour le deuxième sujet, c'en est terminé. Je vous propose donc d'attaquer la troisième partie qui parle donc du phénomène de fretting fatigue qui est susceptible donc de se produire non loin de ces paliers.
Alors vous voyez la première représentation, donc on va être toujours au voisinage de nos paliers, hein. Sauf que cette fois-ci, petite simplification que j'avais faite jusqu'à présent, je vous avais parlé d'arbres en bronze, donc dans la réalité les arbres sont en acier et ils sont revêtus d'une chemise en bronze qui est frétée sur l'arbre. Il se trouve que sous l'effet de la flexion de l'arbre et du supportage dans les paliers, vous avez un glissement différentiel en nez de chemise entre l'arbre qui va se déformer pour suivre la flexion et la chemise qui va apporter une certaine rigidité. Et vous avez des petits glissements qui sont susceptibles d'apparaître, ceci de façon alternée à mesure que l'arbre va tourner. Donc ces phénomènes de glissement alterné répété à pression imposée caractérisent exactement le phénomène de fretting fatigue, qui est également rencontré dans les câbles de pont, les ascenseurs, aubes de turbines, j'en passe, roulements, etc. Donc, je pouvais changer, merci. Ah, on a un souci, je vous prie de m'excuser. On a un souci d'image. Je vais vous demander un peu de capacité d'abstraction, puisqu'on n'a que la moitié de l'image. En fait, on a concernant le dispositif mis au point, vous avez une visualisation en bas à gauche des éprouvettes technologiques qui ont été mises au point. Donc, il s'agit finalement d'arbres sur lesquels des chemises sont frettées. Alors, ça paraît rien dit comme ça. Ces travaux ont eu lieu dans le cadre d'une thèse de doctorat avec l'école centrale de Lyon. Mais là encore, on a une maîtrise de l'interférence entre l'arbre et la chemise à quelques microns près. Ce qui veut dire qu'en termes d'usinage et de capacité à réaliser l'assemblage, c'est pas une prouesse technique industrielle, mais pour un partenaire universitaire, il y a eu tout un travail de montée en compétences pour lui faire passer une vingtaine d'éprouvettes de cette nature-là dans le cadre de la thèse de doctorat. Donc, ces éprouvettes technologiques, elles sont mises en place dans un banc que je vais vous décrire entièrement, contrairement à l'image. En fait, il faut imaginer que l'éprouvette que vous voyez, elle est placée donc dans le banc dans lequel les deux extrémités sont bloquées au niveau des roulements qui permettent uniquement de tourner, et un dispositif de charge au centre associé à un roulement va venir forcer et faire fléchir l'éprouvette en même temps qu'un moteur la fait tourner, permettant d'appliquer un chargement dit de flexion alternée ou flexion rotative à une fréquence de l'ordre de 20 Hz ou 1200 tours par minute. L'application de l'effort central est mise en place à l'aide d'un système de vis, et on a une mesure au centre de la flèche via un capteur de position au niveau du roulement central. Et donc on va tourner jusqu'à atteindre une certaine propagation, c'est-à-dire que la flèche va augmenter sous l'effet d'une fissure qui pourrait arriver quelque part, ou alors on arrête l'essai arrivé à 2 10 puissance 7 nombre de cycles. Sur cette planche, vous observez ce qu'on peut justement observer à la dépose des éprouvettes, donc sur une éprouvette qui n'a pas cassé. Vous observez par exemple une zone centrale dans laquelle il y a eu, donc on est sur la couleur de l'acier standard, des zones extrêmes avec une couleur noircie, donc signe vraiment d'un glissement très très important et d'un transfert vraiment de la part de la chemise sur l'arbre, et puis une zone de glissement dite transitoire entre les deux. Enfin, sur l'image du bas, on peut observer une coupe longie, vraiment des éprouvettes qui n'ont pas cassé également, et la mise en évidence de fissures de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, inclinées en moyenne à 45 degrés, qui est une valeur relativement standard pour le phénomène de fretting fatigue. Ce que je rappelle, finalement, il est dû à un phénomène de cisaillement de la surface, et on retrouve le lien avec ces angulations de 45 degrés. Vous pouvez y aller, merci. Donc voilà pour la partie analyse. Et enfin, un exemple d'application qui a été réalisé sur ces éprouvettes, c'est par exemple la comparaison des performances associées de différents designs de nez de chemise. Alors vous avez la comparaison, donc on s'intéresse bien vraiment aux extrémités de chemise, de deux solutions différentes. Alors une dénommée R3 pour un rayon de 3 mm en direction de l'intérieur de la chemise,
et l'autre dénommé C10 pour un congé de 10 mm finalement fait en direction de l'extérieur et englobant également l'arbre dans la continuité. Et le passage au banc de ces différentes éprouvettes permet d'établir une pseudo-courbe de voleur, d'établissement de la limite finalement de contrainte en fonction d'un nombre de cycles admissibles sans que les éprouvettes n'aient cassé. On observe finalement que la courbe R3 a des performances bien moindres que la configuration C10 avec des contraintes admissibles de l'ordre de 20% plus faibles. Enfin, on a un ensemble de points sur la partie droite de la courbe qui symbolise finalement toutes les éprouvettes qui n'ont pas cassé, arrivé au nombre de cycles de 2 10 puissance 7. Et de la même, si vous voulez bien, juste de la même manière que dans les deux sujets précédents, toute une approche numérique a été mise en place avec la proposition d'une méthodologie de calcul dans durabilité pour ces assemblages frétés. Donc en synthèse, j'ai eu la chance de m'occuper de ce projet de recherche très très enrichissant avec des partenaires de qualité et je suis très fier d'avoir partie contribué à monter ce projet donc avec Monsieur Kenez et qu'il m'ait fait confiance à ce sujet. Et nous avons, grâce donc à la DGA, à tous ces partenaires, développé donc 3 dispositifs expérimentaux qui sont encore aujourd'hui, qui vivent encore très bien aujourd'hui, qui nous sont servis à valider également des outils numériques de très haut niveau sur des thématiques qui touchent de premier ordre les arbres de propulsion navale, à savoir le lignage, l'hyperstatisme, la tribologie et le fretting fatigue. Et aujourd'hui, tous ces outils, ils sont en cours de transfert dans les bureaux d'études et donc, je le disais, couramment utilisés pour les programmes à Naval Group. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour la présentation, très intéressant. Un, deux, oui, ça marche. Est-ce qu'on a des questions? Non? Ah si. Oui, je t'en prie. Un remerciement parce qu'il y a 50 ans, j'étais élève au laboratoire de GND à l'INSA de Lyon avec le professeur Maurice Deleuve, ainsi que du camarade Jacques Boutron, ici présent. Merci beaucoup. Ça rajeunit. J'ai eu ses successeurs, mon professeur également, avec M. Berthier, auteur. Tu avais une question? Dans le cas des paliers, en fait, j'ai l'impression que c'est un problème un peu de poulet et l'œuf parce que vous provoquez des désalignements pour créer de l'usure. En fait, c'est l'usure qui crée, elle est même crée, elle crée elle-même d'autres désalignements. Donc ça se boucle un petit peu, mais dans la réalité, en fait, est-ce que le frottement, il n'est pas plutôt dû aux concrétions qui se forment et c'est ça ce qui initie le problème, non? Je me trompe? Alors sur les paliers, c'est justement l'inverse. Sur la partie fretting, il y a une forte incidence des frottements, ce qu'on appelle finalement des débris finalement qu'on appelle le troisième corps, parce que les débris restent dans le contact dû à la géométrie confinée. Sur les paliers, en fait, on a un mouvement circulaire de rotation et un débit d'eau d'alimentation en permanence qui fait que les débris sont évacués systématiquement. Si tu veux, j'ai même apporté les garnitures, j'ai oublié de les apporter avec moi. Elles sont dans mon sac et on peut les regarder après. Et en fait, on a eu des cas de figure vraiment où des particules de bronze se sont indentées dans la garniture. Et donc, on a des lits de poussière complète de bronze qui sont rentrés dans le contact et on a vu le cheminement passer jusqu'aux rainures de l'alimentation et d'évacuation et ressortir. Finalement, cette partie débris, elle n'a pas trop d'incidence sur le fonctionnement du palier. Question. Merci Romain. Je suis content de voir que tu as approfondi depuis tes travaux de thèse ta connaissance et les domaines autour des lignes d'arbres. Pour mon information, comment ces modèles-là dialoguent avec les modèles que tu as pu développer plutôt sur de comportements dynamiques? Est-ce que c'est des choses qui interagissent ou c'est vraiment sur des physiques très séparées? Qu'est-ce que tu as pu valoriser de ces travaux précédents?
Alors, concrètement, les 2 premiers outils présentés se basent sur les développements que j'ai pu faire il y a 12-13 ans, les codes de thèse pour les parties statiques. Sachant qu'un deuxième outil industriel a été exploré depuis et nous a offert de nouvelles possibilités. En l'occurrence, il s'agit du logiciel Simpac développé par Dassault Systèmes, qui nous permet, là moi je suis arrivé rapidement en limite de ce que je pouvais faire en termes de maintenabilité de code, de temps à y consacrer. Donc l'outil industriel nous offre d'autres capacités en termes de pour traiter un navire complet finalement avec tous ses paliers, etc. Donc là on est en phase où les deux cohabitent actuellement, les deux existent. Merci Romain, très clair. Juste une question, on voit des designs en nez de chemise qui ont été étudiés, on voit les effets sur la tenue au long terme. Est-ce que ça veut dire que c'est dès maintenant que c'est pris en compte dans des processus de conception pour les futurs? Oui. Spécifiquement Merci. pour ce point-là, il l'est déjà. Oui. Merci. Je pense qu'on a le temps pour une question de plus. Non, pas d'autres questions. Bon ben, merci beaucoup. Et merci à l'ensemble des auteurs qui ont présenté dans cette session.